Il ne comprend pas que le peuple, quand on est responsable, on doit rendre des comptes. On lui demande des comptes. Comment se fait-il que cette dame, on n'est pas xénophobe, hein, d'origine rwandaise, représentante personnelle du président de la République pour les affaires internationales, ait autant de pouvoir dans notre pays? En plus, elle a rendu ministre. Elle a été nommée le 16 février 2021, c'est dans le journal officiel du 25 février 2021. Cette dame, elle a rendu ministre. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte en dehors des infrastructures que l'on construit sur de la dette publique? Rien de particulier. La pauvreté est toujours aussi galopante au Congo-Brazzaville. Il y a le chômage. Sur le plan sanitaire, rien ne marche. Sur la dette, on se rend compte que de 2022 à 2023, la dette a augmenté de 4,2%. Et la dette publique totale du Congo est à 8 497 milliards de francs CFA, ce qui représente un endettement de 98,96% du PIB. C'est énorme. Le taux de surendettement dans la zone CEMAC est de 70%, mais nous, on est à 98,96%. Donc, quand on repart de 2006, allègement de la dette, on est à 2 milliards. Entre-temps, on vole 14 000 milliards, 28 millions de dollars, et aujourd'hui, on se retrouve avec encore une dette de 14 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, c'est une mauvaise gestion de l'équipe gouvernementale. Là, le problème qui se pose en dehors des scandales financiers, c'est le problème de la souveraineté, la cession de nos terres au Rwanda, qui nous touche. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'histoire péquée, l'histoire se renouvelle toujours. Si on voit un peu ce qui se passe à l'est de la République de la RDC, la guerre entre le Rwanda et la RDC, va nous arriver. Pas aujourd'hui, pas demain, dans 5, 10, 20 ans. Parce que nous aurons des Congolais d'origine rwandaise. Parce que les Congolais c'est celui qui a la nationalité congolaise, pour être le père ou le père congolais ou le mère congolaise. Donc ces gens-là auront tout à fait le droit de donner leur opinion sur la marche des affaires au Congo-Brazzaville. Mais n'oublions pas que le Rwanda a un dessein. Le Rwanda, on peut se dire que c'est un pays qui se considère comme n'ayant pas de frontières. Donc, il a une volonté expansionniste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus autour de notre émission Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Il se passe beaucoup de choses au Congo-Brazzaville. On s'interroge beaucoup sur l'avenir du Congo-Brazzaville. En partant de la vente des terres à l'influence grandissante du Rwanda au Congo-Brazzaville, au rapport géopolitique et géostratégique avec la RDC en face du Congo-Brazzaville, et vous savez très bien que le Congo-Brazzaville et le Congo, la République démocratique du Congo sont les capitales les plus rapprochées du monde. Alors, l'influence du Rwanda au Congo-Brazzaville crée ipso facto n'est-ce pas, cette ascendance du Rwanda face à la République démocratique du Congo qui est déjà très en mal
dans sa partie est, dans le Kivu, avec le Rwanda naturellement, autour d'une guerre qui dure bientôt 30 ans aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de ces enjeux-là. On va parler de ces enjeux avec une personne que vous connaissez très bien à notre antenne, qui n'est autre que le docteur Patrice Aimé Césaire Miakasissa. Monsieur Miakasissa est un médecin, vous le savez très très bien, mais il est très 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 prolifique. Il est très prolifique. Il ne rate pas une seule petite occasion pour parler du Congo-Brazzaville, d'y apporter des analyses les plus abouties possibles. Et c'est à croire qu'il connaît très 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 bien la réalité politique au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, dans l'une de nos émissions, il a lui-même signifié qu'il a travaillé dans ce régime-là. Il a travaillé au cabinet de M. Denis Sassou Nguesso. Donc sa parole est une parole légitime parce qu'il connaît très bien comment est-ce que ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, on va accueillir monsieur le docteur Miakasissa. Bonjour, docteur Miakasissa. Bonjour, monsieur Georges Goma, pour l'invitation. D'accord. Alors, on va aller directement. Les Congolais, dans leur grande majorité, parce que la totalité des Congolais savent très bien que le Congo-Brazzaville vit une période de turbulence, de grandes turbulences, qui interroge même son avenir, qui interroge la souveraineté des Congolais sur leur pays, au vu de l'influence très marquante du Rwanda au Congo-Brazzaville. Alors, votre dernière publication, vous l'avez intitulée La Belle, la Brute et le Truand. On peut dire la Belle, le Brute et le Truand. Et pour tout le monde, on comprend très bien que l'analogie que vous avez faite avec le film célèbre de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, et quand on voit le synopsis de ce film-là, c'est pratiquement, vous avez bien vu là, on parle de la recherche d'une caisse d'argent, n'est-ce pas, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, avec évidemment les auteurs de ce film-là, vous le connaissez très très bien. On parle aussi de cet argent qui serait caché quelque part, dans ces cimetières. Mais alors, il faut chercher, n'est-ce pas, le nom du cimetière et le numéro du cimetière pour retirer, n'est-ce pas, cette grosse bourse-là. Est-ce qu'en écrivant cet article, vous avez pensé un peu à ce que M. Sassou Nguesso écume le monde entier, et dernièrement, on l'a aperçu, n'est-ce pas, dans la capitale d'Azerbaïdjan, à Bakou, sous la férule, évidemment, de Madame Joly. Est-ce qu'ils sont allés chercher de l'argent là-bas aussi? C'est là-bas que c'est caché le trésor du Congo-Brazzaville. On a besoin d'argent vraiment pour que le Rwanda puisse asseoir son influence au Congo-Brazzaville. Docteur Miakasissa? Ce n'est pas que pour le Rwanda. Les temps sont durs au Congo-Brazzaville. On sait qu'il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Et vous savez que depuis que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il ne sait que faire deux choses. Essayer de payer les salaires et assurer son train de vie et celui de son clan, lui qui a toujours vécu au crochet de l'État. Donc maintenant que les temps sont durs et que dernièrement la Chine a refusé un prêt à M. Denis Sassou Nguesso, bon, ils sont partis en Azerbaïdjan à Bakou pour rechercher un préfinancement pétrolier sur des emprunts d'État gazés sur le pétrole et le gaz, maintenant qu'on vend du gaz, pour pouvoir un peu avoir une trésorerie pour payer 3-4 mois de salaire, en attendant d'avoir des retombées sur les redevances sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Vous savez que bien qu'il y ait eu une inauguration, il y a un retard d'à peu près 6 mois dans l'exploitation du gaz congolais. Donc les redevances, ce n'est pas pour maintenant, il faut aller chercher de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont partis à Bakou chercher de l'argent. D'accord. Docteur Miakasissa, c'est quand même étonnant. C'est vrai que quand on écoute les analyses les plus abouties, on tombe quand même sur un fait. On est étonné de voir un petit pays comme le Congo-Brazzaville. On nous parle de 6 millions d'habitants maintenant.
Ben, le gisement dont vous parlez, tout dernièrement, ils ont signé avec l'Italie, je crois qu'avec Eni, au Congo-Brazzaville. Vous l'avez dit aussi ici que l'exploitation n'est pas encore en cours. Mais avant cela, mais le Congo, c'est un pays pétrolier, docteur Nyakasissa. Comment peut-on comprendre que dans un pays où on ne paye pas les salaires des gens, enfin on paye les salaires des gens, mais écoutez, on sait très bien que rien ne fonctionne au Congo-Brazzaville. Et il y a une émission qui est célèbre aujourd'hui, c'est la matinale sur Ziana TV avec Monsieur Deco. Mais c'est une émission évidemment qui est très 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 suivie au Congo-Brazzaville. Dans cette émission, chaque fois, M. Deco arrive avec la projection du cours du pétrole au Congo-Brazzaville. Et donc, on a vendu beaucoup de pétrole à des prix très, très élevés au Congo-Brazzaville. Mais comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui encore le Congo soit à court d'argent? Où passe l'argent du Congo-Brazzaville, docteur Nyakasissa? Il faut qu'on fasse un peu sens avec tout cela. On peut comprendre qu'ils aient cherché l'argent à bas coût maintenant. À côté, il y a des dettes avec la Chine, des dettes avec le Fonds monétaire international, des dettes avec tout le monde. Mais on n'arrive pas à comprendre où passe l'argent du Congo-Brazzaville. Il faut faire un peu la genèse de toutes ces malversations. Hein. Quand on repart en 2006, le Congo accède à l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, avec un allègement de la dette qui passe de 9 milliards 200 millions à 2 milliards 400 millions. Donc c'est déjà énorme. Mais que fait M. Sassou Nguesso dans la foulée? C'est le prince à New York. Il va à New York de voyage où il débourse 400 000 dollars pour rien que les frais d'hôtellerie et les frais de bouffe. 400 000 dollars. Le deuxième voyage, dans ce deuxième voyage-là, on se rend compte qu'il débourse 160 000 dollars d'hôtellerie quand la Grande-Bretagne donne au Congo 106 000 dollars d'aide humanitaire. Vous voyez? Donc, ces gens sont arrivés au pouvoir tout simplement pour une certaine gabegie, pour leur confort, pas pour le peuple congolais. Mais on a beau parler le confort, docteur Nyakasissa, c'est ce que les chiffres que vous attendez, donnez. je vais évoluer. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe après l'initiative PPTE? Le Congo a des liquidités, sur liquidités. Donc, on arrive à 14 000 milliards de francs CFA. Quand on a 14 000 milliards de francs CFA, qu'est-ce qu'on fait? On se met à prêter à tout va. On paye les salaires des fonctionnaires centrafricains. En 2011, on donne à la Guinée-Conakry 56 millions de dollars. En 2012, pour boucler le budget, on donne au Niger 93 millions de dollars, à peu près 50 milliards de francs CFA. Et en 2013, on donne à la Côte d'Ivoire 100 milliards de francs, 100 milliards de francs CFA, 152 millions d'euros. C'est important. Mais aujourd'hui, on se rend compte que avec la mauvaise gestion, le Mais Congo... attendez, docteur Nyakasissa, on a besoin de comprendre. Vous avez parlé du Niger, de la Côte d'Ivoire, et puis dans notre pays où, évidemment, le Congo-Brazzaville a donné beaucoup d'argent. Mais à quelle fin? Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que cet argent a été remboursé? Je pense que non. Est-ce que derrière M. Denis Sassou Nguesso, quels étaient ses enjeux politiques pour chercher? Est-ce que c'est la corruption de ces présidents pour faire passer un peu ces passages en force en politique? C'était quoi le but de distribuer l'argent comme ça? Vous savez bien que le Congo est une dictature. M. Sassou Nguesso fait ce qu'il veut. Il a l'impression que le Congo que nous avons en partage lui appartient et que les Congolais sont ses sujets. Donc, il n'a pratiquement de compte à rendre à personne. Personne ne sait ce qu'il fait de cet argent. Et dans certains milieux, il y a les Occidentaux qui vous disent, pour M. Denis Sassou Nguesso, 1 million d'euros, c'est rien. Il peut vous donner 1 million d'euros quand il veut. Parce qu'il estime que l'argent du Congo, l'argent du pétrole congolais, l'argent du gaz congolais, l'argent des minerais congolais
lui appartient. Voilà comment fonctionne ce monsieur. Donc, quand on a 14 000 milliards qui disparaissent d'un pays, parce que, il faut le dire, M. Denis Sassou Nguesso a volé 14 000 milliards de francs CFA, qui correspondent au montant d'alors, c'était 28 milliards de dollars. Actuellement, la dette du Congo est de 14 milliards de dollars. Donc, on se rend compte que M. Sassou Nguesso peut rembourser 2 fois la dette du Congo. Et il ne veut pas le faire. On est à 8497 milliards de francs CFA de dette actuellement. Voilà. Donc, si je comprends très très bien, il y a une volonté alors manifeste dont M. Denis Sassou Nguesso, c'est de détruire le Congo-Brazzaville sur tous les plans, je veux dire, sur tous les plans. Mais il n'a jamais été un acte de la bonne gestion de la chose publique. Il a toujours vécu au crochet de l'État congolais. Donc, gérer cet argent, il ne sait pas gérer l'argent public. Tout ce que nous voyons comme développement au Congo, ce que nous appellerons un développement appauvrissant, c'est basé sur la dette. Sur la dette. Le chômage est toujours galopant, surtout chez les jeunes, entre les jeunes et les jeunes adultes, donc entre 18 et 29 ans. Il n'y a pas de création d'emploi et un Congolais sur 2 vit sur le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, quand on voit l'indice de développement humain qui ne se base pas sur les critères économiques, mais sur le bien-être de la population, on se rend compte que le bonheur du peuple congolais n'est pas, qu'on appelle ça, n'est pas ce que M. Sassou Nguesso veut. Sinon, il peut siphonner les caisses de l'État pour son bon plaisir. À vous écouter, Dr Miakasissa, il me vient une petite idée là à l'instant. Est-ce que nous sommes dans un, comment on peut l'appeler, un système politique, une gouvernance soustractive? C'est-à-dire que quand on regarde un peu la loupe, c'est une succession d'opérations de soustraction qui se passe. On soustrait de l'argent au trésor public, et même quand ils sont en train de construire, à la fin, on trouve une soustraction. Je prends un exemple bête comme cela. Au moment où ils ont pensé construire une route, par exemple, ben, à la fin, c'est des éboulements. C'est des éboulements qui emportent, n'est-ce pas, dans certains quartiers riverains, des maisons et des particuliers, ainsi de suite. C'est une forme de soustraction également. C'est-à-dire qu'on soustrait quelque chose quelque part. Quand on massacre les gens, c'est de la soustraction humaine également, puisque quand même aussi, il faut repenser aussi le statut de la mort au Congo-Brazzaville. Le statut de la mort, quand on voit, elle est partout, elle est presque socialisée dans la société congolaise. On tue, on voit très bien les bébés noirs, là. On les massacre, ils massacrent et on les massacre également. Vous voyez? Tout ça, c'est des opérations de soustraction à la substance même de ce que devait être quand même un Congo avec une bonne gouvernance, qui pense au bien-être des Congolais, qui est dans un processus de progrès, n'est-ce pas, d'épanouissement des Congolais. Et voilà, cette reproduction à côté de cette soustraction-là. Je ne sais pas si j'ai mal vu, mais en tout cas, c'est la réflexion qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, je pense que quand on fait de la politique, il faut avoir un projet politique. On l'explique. Il y a un programme et dans le programme, il y a des projets. Donc, il faut faire des planifications. Pour ceux qui savent, qui connaissent la route de Dominique, le plan du Check Act, il faut planifier. On planifie, on réalise, on évalue et puis après, on corrige. Mais quand vous avez un pays, le Congo-Brazzaville, avec tout ce qu'on a eu comme liquidité, qui parle des municipalisations accélérées, mais forcément, ça doit aboutir à des dégradations accélérées parce que ce n'est pas pensé. Le Congo ne se pense pas en 5, 10, 15, 20 ans, c'est 50 ans, un siècle. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération
qui vient. Mais les gens pensent uniquement à l'instant T, mais pas au lendemain. C'est pour ça qu'on arrive à des situations où on décaisse de l'argent pour une route, 153 milliards. Ça a été dit au Parlement, mais la route n'existe pas. Et M. Sassou Nguesso ne dit rien. Il y a le Figagate avec Mme Lydia Mikolo, il y a un scandale. M. Sassou Nguesso ne dit rien. Il va laisser tout ce monde. Il dit, servez-vous, si vous soutenez ma cause, il n'y a aucun problème, pourvu que je reste au pouvoir. Il y a un problème que nous devrions comprendre. Plus on parlera de Mme Françoise Joly, plus M. Sassou Nguesso, connaissant l'homme, maintiendra Mme Françoise Joly en place. Elle sera là. Ne vous attendez pas à ce que, malgré les vociférations, les écrits, que Mme Françoise Joly parte. M. Denis Sassou Nguesso va maintenir Mme Françoise Joly à sa place. Il ne faut pas que ça vous étonne. C'est l'homme qui est comme ça. Il a l'impression qu'on lui force la main, mais il ne comprend pas que le peuple, quand on est responsable, on doit rendre des comptes. On lui demande des comptes. Comment se fait-il que cette dame, on n'est pas xénophobe, hein, d'origine rwandaise, représentante personnelle du président de la République pour les affaires internationales, ait autant de pouvoir dans notre pays? En plus, elle a rendu ministre. Elle a été nommée le 16 février 2021, c'est dans le journal officiel du 25 février 2021. Cette dame, elle a rendu ministre. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte en dehors des infrastructures que l'on construit sur de la dette publique? Rien de particulier. La pauvreté est toujours aussi galopante au Congo-Brazzaville. Il y a le chômage. Sur le plan sanitaire, rien ne marche. Sur la dette, on se rend compte que de 2022 à 2023, la dette a augmenté de 4,2%. Et la dette publique totale du Congo est à 8 497 milliards de francs CFA, ce qui représente un endettement de 98,96% du PIB. C'est énorme. Le taux de surendettement dans la zone CEMAC est de 70%, mais nous, on est à 98,96%. Donc, quand on repart de 2006, allègement de la dette, on est à 2 milliards. Entre-temps, on vole 14 000 milliards, 28 millions de dollars, et aujourd'hui, on se retrouve avec encore une dette de 14 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, c'est une mauvaise gestion de l'équipe gouvernementale. Bon, là, on voit qu'au Congo-Brazzaville, nous sommes carrément dans un système où le pouvoir est autocentré. C'est-à-dire que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui dispose de tout. Alors, la chambre haute et la chambre basse, puisqu'il faut en parler, je ne sais pas à quoi est-ce que ça sert. Tout dernièrement, là, au niveau de la chambre, et là, je vais introduire un autre élément, là, il y a un dodo qui est devenu viral et qui a fait, n'est-ce pas, des choux gras un peu partout dans les analyses qu'on a on a pu avoir par-ci par-là. C'est l'audio de un député à qui on a enlevé l'immunité parlementaire. D'ailleurs, la personne de M. Mouani, qui a dit des choses excessivement graves et excessivement profondes, puisque il se targue d'avoir été un acteur, n'est-ce pas, du retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et bien, même avec vous aussi, docteur Miakassissa, je me rappelle aussi que vous-même aussi, vous avez quand même visé Pascal Souba, qui évidemment était responsable, n'est-ce pas, de la guerre de 1997. Mais là, un acteur, pas des moindres, qui était au devant des choses, qui dit clairement que nous avons, n'est-ce pas, déstabilisé le régime de M. Pascal Lissouba en faisant ce qu'ils ont fait. Et quand M. Denis Sassou Nguesso se retire en France également, mais c'est pour préparer son retour au Congo-Brazzaville, puisqu'on a vu la dynamique à Magenta,
Et on a vu la dynamique à l'avenue Rap, là où il habitait, où recevait tout le monde. Et donc, on s'étonne quand même que, voilà, on continue à viser Pascal Lissouba comme étant le responsable principal de ce qui s'est passé. Là, M. Moigny dit des choses clairement. Alors, on se demande, avec toutes ces vérités-là, comment est-ce que les Congolais peuvent continuer à rester tranquilles vis-à-vis de cette chevauchée dramatique pour le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est une dictature. Donc tout ce que se passe dans ce pays est irrationnel. Vous n'allez pas attendre au Congo-Brazzaville qu'on puisse appliquer la loi. On applique la volonté de M. Denis Sassou Nguesso qui nomme ses parlementaires. Donc ce côté-là, soyons clairs, on ne va pas se lamenter là-dessus. Sur ce député, ce qu'il dit, il y en a qui ont parlé de ces choses, mais heureusement que maintenant il y a les réseaux sociaux. Sinon, ça va être l'éco-révolutionnaire comme on les a connus, avec des assassinats politiques. Mais il faut avancer. On ne va pas revenir sur la période de Lissouba. Lissouba est parti, M. Lissouba est parti au pouvoir, ça, feu président Pascal Lissouba est parti au pouvoir en 97. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait 27 ans. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avancer. Parce que là le problème qui se pose en dehors des scandales financiers, c'est le problème de la souveraineté, la cession de nos terres au Rwanda, qui nous touche. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'histoire péquée, l'histoire se renouvelle toujours. Si on voit un peu ce qui se passe à l'est de la République de la RDC, la guerre entre le Rwanda et la RDC, va nous arriver. Pas aujourd'hui, pas demain, dans 5, 10, 20 ans. Parce que nous aurons des Congolais d'origine rwandaise. Parce que les Congolais c'est celui qui a la nationalité congolaise, pour être le père ou le père congolais ou le mère congolaise. Donc ces gens-là auront tout à fait le droit de donner leur opinion sur la marche des affaires au Congo-Brazzaville. Mais n'oublions pas que le Rwanda a un dessein. Le Rwanda, on peut se dire que c'est un pays qui se considère comme n'ayant pas de frontières. Donc, il a une volonté expansionniste. Ce sont un peu comme les impérialistes. Ils vont là où ils peuvent trouver de la terre. Quand on nous a dit les 8 accords, nous les avons dénoncés, bien avant, il y a longtemps, on en a parlé, qui sont restés cachés, ils n'ont jamais été ratifiés. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a un changement de gouvernement au Congo-Brazzaville? Les accords ne sont pas été. Docteur Maca, changement de régime ou de gouvernement? Parce que le changement de. Ah changement de régime. Ça peut changer de gouvernement. Changement de régime. On va mettre à plat, pas le gouvernement, parce que le gouvernement, il va prendre on prend les mêmes, on recommence avec M. Voilà, c'est cela, c'est cela. On recommence. Changement de régime. Ces accords n'étant jamais été ratifiés, ben, ils sont caducs. Voilà. Aujourd'hui, quand on donne, au début dans ces accords, on disait qu'on avait donné 120 km², 12 000 hectares au Rwanda. Mais là, c'est un journal à la télévision rwandaise qui dit le Congo a offert 980 km² au Rwanda. Vous savez ce que c'est que 980 km² au Rwanda? C'est 3,7 fois la superficie de Brazzaville. Brazzaville, c'est 264 km². C'est énorme. C'est énorme. Voilà énorme. comment M. Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir par effraction, par la force des armes, par les urnes, remercie le peuple congolais. On peut dire que, bon, il n'en a rien à foutre. Mais nous, ce sont nos terres, quand même. On ne peut pas céder les terres d'un pays sans que le peuple le donne son avis. Je pense qu'il y a un article dans la Constitution qui le dit. D'accord. Vous parlez maintenant d'un cas qui est très, très, très essentiel et très, très grave, c'est cette cession des terres au Congo-Brazzaville. En ce moment, je pense que on est unanime là-dessus.
tous les Congolais, sans exception, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre du Congo-Brazzaville, prennent de plus en plus au sérieux cette histoire de la vente des terres. Quand on voit, vous l'avez dit vous-même, heureusement que nous avons les médias sociaux sont ce qu'ils sont, mais ils ont un pesant d'or aussi, c'est d'introduire tout le monde à cet espace de liberté démocratique. Ça s'est démocratisé, la parole s'est démocratisée, et le régime de Congo-Brazzaville sait très bien les coups qu'il prend par rapport à ce qui se passe sur les médias sociaux. Et tout ce qui se dit sur les médias sociaux, c'est pas toujours des fake news, c'était pas toujours de la désinformation, de la propagande. Mais les gens rapportent en temps réel ce qu'ils voient, puisque la preuve est apportée aussi en temps réel. Nous en sommes contents. Alors, docteur Miakasissa, quand on lit les gens qui font les commentaires de nos émissions, là, d'accord, il y en a qui nous applaudissent puisque nous faisons notre part. Mais il y en a qui sont très critiques vis-à-vis de nous, en disant que nous sommes, on parle beaucoup, et en tout temps, le Rwanda s'installe, il avance. Alors, d'après vous, à partir du moment où les Congolais sont presque à 100% conscients du fait que le pays est en péril, comment procéder? Comment peut-on comprendre? Il y a une jeunesse aussi qui se lève maintenant là. Il y a un jeune qui a été arrêté et relâché tout de suite parce qu'il voulait organiser, n'est-ce pas, une marche pacifique, aller déposer un mémorandum auprès du Premier ministre. Et c'est un rapt, on l'a pris comme ça et puis on l'a relâché par la suite. Alors, comment faire pour que cette jeunesse soit forte, que cette jeunesse revendique sa souveraineté et son avenir aussi? Au Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas dans un espace démocratique, comme je dis toujours, nous sommes dans une dictature. Le Congo a acheté de 2015 à 2020 500 tonnes d'armes en Azerbaïdjan. Et le dernier voyage aussi, c'était aussi pour acheter des armes. Vous savez que le Rwanda a été indexé dans l'aide qu'il apporte au mouvement rebelle M23 dans l'est de la RDC. Donc, il est sous embargo d'armes des États-Unis. Mais le Congo, qui est un pays qui n'est pas en guerre, qui parle tout le temps de paix, mais qui a un budget de 100 à 150 milliards de francs CFA hors budget national tous les ans pour acheter des armes. C'est pourquoi ils veulent la paix pour pas la guerre. Donc, nous sommes dans une dictature. Effectivement, les gens peuvent dire, oui, nous, on ne fait que parler, mais nous, on n'a pas les armes pour aller déloger M. Denis Sassou Nguesso. Ça passera par un soulèvement populaire. Ah. Il y a, au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a les patriotes. Mais on se rend compte que le régime se raidit de plus en plus. Dernièrement, M. Denis Sassou Nguesso a élevé au rang de général de brigade le général de brigade Basile Boka, qui a été le boucher du Poul, celui qui a massacré dans le Poul. Et lors du port des insignes de grade, M. Denis Sassou Nguesso s'est déplacé devant tous les responsables de forces de défense et de sécurité pour le présenter comme étant maintenant le gardien du temple. Donc, vous voyez, non, c'est pas que nous disons les choses, oui, nous disons des choses. Il y a les Congolais qui pensent comme nous, qui sont au Congo-Brazzaville, mais qui ne peuvent pas s'exprimer aussi librement que nous. Et sinon, ce sera quoi? Ce sera soit l'exil, la prison ou la mort. Parce que c'est tout ce qu'on nous propose. Parce que l'ADN des pouvoirs politiques au Congo, disons, depuis l'indépendance, c'est la trahison et puis le meurtre, le sang. C'est ce que nous ne voulons plus. Oui, tout à fait, on comprend très bien M. Denis Sassou Nguesso de façon magistrale et scientifique a instauré la peur, a insufflé la peur, qu'il a démontré par les actes, puisqu'il tue. Quand il veut tuer, il tue sans sommation. Et c'est ça qui explique peut-être le fait que le Congolais soit une personne traumatisée, là aussi.
et c'est le but recherché par le régime en place. Est-ce que le régime aura gagné puisque la paix se sera installée dans les Congolais ou bien il y a un sursaut du Congolais? Parce que finalement, vous avez dit vous-même que, ben écoutez, il faut un soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire est, dans ces cas, très, très légitime puisqu'il y a des articles de loi au niveau des chartes internationales qui le disent. Quand un peuple est tyrannisé, la seule solution, c'est la désobéissance civile ou bien le soulèvement populaire. Ils sont dans leurs droits en tant que tels. Mais par contre aussi, on peut se demander, mais est-ce qu'on peut soulever les gens qu'on n'a pas préparés? Quelles seraient un peu les modalités de préparation d'une population? Est-ce que la conscientisation seule est suffisante? Ce serait faire un suite à cette jeunesse. Je pense que cette jeunesse est assez consciente. Elle sait bien que le Congo va mal. Il devait avoir une marche le 11, mais elle a été annulée. Et pourtant, dans la constitution congolaise, je pense qu'on peut manifester librement. Mais comme toujours, nous sommes dans une dictature et M. Denis Sassou Nguesso ne veut pas que son pouvoir soit dérangé. Parce que lui, quand vous allez le déranger, comme l'avait fait M. Pascal Issouba, c'est 400 000 morts qu'il y a eu. La guerre du 5 juin de 5 juin 1980. Donc, ça traumatise les gens et puis les gens se disent, mais je pense que nous avons des compatriotes au Congo-Brazzaville, il y a cette jeunesse qui parle, ça infuse, ce que nous disons, les gens le comprennent, ce que nous écrivons, les gens lisent, mais c'est comme dans une minute, ça va finir par exploser. Et puis, tout système a une fin. Absolument. Ne peut pas durer indéfiniment. Tout système a une fin. Donc, même à l'intérieur, il y a des gens qui pensent que le Congo est sur une mauvaise pente, surtout lorsqu'on commence à déléguer notre souveraineté au Rwanda, notamment quand ils vous disent qu'ils viennent pour exploiter 980 km carrés de terre pour faire quoi? Du piment, des arachides, du maïs, du soja. On a attendu les Rwandais pour faire ces cultures. Mais ça c'est de l'agriculture vivrière. Ça ne va pas créer d'emploi. C'est de l'agriculture vivrière. Mais qui nous avait dit autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000? Hein? L'agriculture priorité de priorité. C'est M. Sassou qui lance des slogans, qui lance des projets et qui n'évalue jamais. Il n'y a jamais une évaluation dans tout ce qu'il a fait. Prenons la Nouvelle Espérance. Quelle est l'évaluation? Le chemin d'avenir. Quelle est l'évaluation? Bon, maintenant, allons tous dans la Bible. C'est ce que nous voulons éviter. Je voulais rebondir un peu. Ça fait rigoler, mais ça prête pas à rigoler, vraiment. Hein? Cette histoire du Rwanda, docteur Miakasissa, avec les ambiguïtés, n'est-ce pas, qu'il y a là-dedans, c'est pas étonnant de toutes les façons quand un système est dès le départ basé sur le mensonge le plus éhonté, on ne peut qu'arriver, n'est-ce pas, à ces conséquences-là. L'affaire du Rwanda, la vente des terres, j'ai aperçu tout dernièrement, comme beaucoup de monde d'ailleurs, le Premier ministre Colline Makosso essayer d'expliquer un peu, plutôt que d'expliquer, ça assombrit encore l'ensemble de l'affaire. Vous voyez un peu, le Premier ministre qui était censé savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire-là, il était accroché à son petit papier là. Il avait les yeux, le nez dans le papier, en train de lire le Premier ministre qui gère un problème de cette importance dont on suppose qu'il connaît les tenants et les aboutissants. Il est là. Donc, quand vous retirez cette feuille-là à M. Colline Makosso, il est perdu. Il ne sait plus quoi dire. C'est quand même étonnant, ça, qu'à ce niveau de la responsabilité, on n'arrive pas à donner une explication claire et nette aux Congolais. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué de voir un Premier ministre expliquer une situation grave de façon abracadabrantesque. La seule question qu'il faut se poser, c'est que on est dans un régime présidentiel au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est vraiment M. Colline Makosso qui mène la politique du gouvernement?
il a eu mal à partir avec sa ministre, Madame Lydia Nicolo, qui a été récompensée, bien sûr, puisqu'on a nommé au niveau du FIGA ses proches, et au niveau du conseil d'administration, un membre de la famille Sassou Nguesso. Donc, elle a été récompensée. Le vol est récompensé au Congo-Brazzaville. Il faut revenir sur une chose, ce que vous devez comprendre sur la stratégie du Rwanda. Mais le Rwanda n'a pas besoin du Congo-Brazzaville pour se développer. Le Rwanda a besoin de la RDC. Quand vous voyez que la RDC, elle est prise en étau à l'est par le Rwanda, avec à Goma, avec la guerre qui s'y passe, qui a déjà fait au moins 10 millions de morts, quand le Rwanda pleure à tout bout de champ pour le génocide. Et effectivement, il n'y a pas que eu le génocide de Tutsi, hein, il y a eu d'autres ethnies aussi, telles que les Hutus, qui ont été massacrés. C'est pas des Tutsis. Mais au Rwanda, au Congo-Kinshasa, il y a déjà au moins 10 millions de morts. Mais le Rwanda a l'appui des puissances occidentales. Parce que tout ce dont ils ont besoin pour la transition énergétique, pour la lutte contre le réchauffement climatique, les minerais se trouvent en RDC. Le Rwanda est passé premier producteur mondial de coltan. De coltan. Mais le coltan, il est où? Il est en RDC. Au nord, la RDC, elle est prise en étau à partir de la Centrafrique. Et le Rwanda aussi est en République centrafricaine. Et maintenant, à l'ouest, par Maluku. Quand le Premier ministre nous dit, quand on parle de planification, on a mis en place des usines et il n'y avait personne pour les gérer. Mais attendez, mais quand on planifie, on forme en même temps le personnel. On ne met pas les usines pour appeler après les Rwandais pour qu'ils viennent gérer ce que nous, on a mis en place. Mais en plus de cela, le marché que si, au niveau de la zone économique de Maluku, les Rwandais y sont, ils visent le marché de Kinshasa. 17 millions d'habitants. Dans tout le Congo, j'ai vu dernièrement, le dernier recensement, c'est 6 100 000 habitants. Donc, eux, ils visent le marché de Kinshasa. En visant le marché de Kinshasa, ils peuvent déstabiliser les politiques et influer sur la politique de la RDC. Parce que le Rwanda a une visée expansionniste. Le Rwanda veut s'agrandir. Donc, si le Rwanda pouvait mettre la main sur la ville de Goma à l'est de la RDC, ben, c'est tout bénéfice pour elle. Parce que c'est un petit pays qui fait 23 000 km² avec 15 millions d'habitants. Nous, on a 342 000 km², on n'a que 6 millions d'habitants. Donc, le dessein funeste de M. Kagame, c'est de s'accaparer des terres. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Comme il sert un peu de bras armé à certaines puissances occidentales, notamment au Mozambique, parce que Mozambique, le Rwanda sécurise les installations pétrolières de certaines grandes compagnies pétrolières occidentales. Voilà, donc c'est devenu un peu le bras armé de certaines puissances occidentales en Afrique. Donc, je comprends. Récemment, je pense que l'Union européenne a donné 30 millions d'euros au Rwanda. Je comprends très bien à partir de votre discours qu'au fond, ce qui se passe même au Congo-Brazzaville est aussi, n'est-ce pas, une conséquence des enjeux centraux, c'est-à-dire au niveau géopolitique, au niveau national, puisque vous avez évoqué les puissances occidentales, en premier lieu, n'est-ce pas, les États-Unis et l'Union européenne, qui sont derrière le Rwanda, mais on comprendra également que cette histoire, si le Patrice Lumumba, vous avez hérité, n'est-ce pas, Patrice, c'est quand même, M. Miakasissa avait en tête, quand vous êtes né, il pensait, n'est-ce pas, à ce grand homme-là, Patrice Lumumba. On sait très bien que lui,
on a réglé son compte parce qu'il y avait déjà ces enjeux-là. Mais quand Mobutu arrive au pouvoir, est-ce qu'on peut l'applaudir d'avoir, n'est-ce pas, conservé l'intégrité du territoire du Zaïre à l'époque, puisqu'il en a fait son cheval de bataille? Mais on comprend également qu'un de ses premiers ministres était un Rwandais. Parfois, on s'étonne quand même de ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut applaudir le président, peu à son âme, Mobutu, d'avoir gardé, n'est-ce pas, l'intégrité du Congo, du Zaïre, l'époque? Je Comment vous pense que voyez cette affaire-là? Parce que c'est ça son l'enjeu aujourd'hui. La balkanisation de la RDC est actée. Il paraît que Bill Clinton est venu au Rwanda tout dernièrement aussi. oui, je disais, le tout-puissant directeur de cabinet du Ségimana, de M. Mobutu d'origine rwandaise, avait pris l'importance d'être à ce poste en favorisant les Aïwas, c'était des Aïwas d'origine qui ont fait des très bonnes études et qui sont revenus, qui sont dans l'administration et qui sont même au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc, ça pose un problème pour ces gens-là de patriotisme vis-à-vis du Congo et de leurs frères qui sont de l'autre côté au niveau du Rwanda. Mais c'est ce qui va nous arriver si nous laissons M. Sassou céder nos terres aux Rwandais. Parce que nous n'avons pas été consultés pour ça. M. Sassou est responsable, donc il doit pouvoir rendre des comptes aux Congolais. Mais bon, mais quand vous avez un dictateur, non, un démocrate qui est au pouvoir depuis 40 ans, cumuler le pouvoir, ben, il fait des choses à sa guise. C'est ça qui est désolant. Mais à un certain moment, ce qu'on appelle, on est atteint par le principe de Peter. Quand on reste trop longtemps à une fonction, on devient incompétent. Donc, d'où le fait de changer. Il faut toujours qu'il y ait un renouvellement. C'est pour ça que dans les pays démocratiques, vous avez, dans certains pays, tel qu'on a vu récemment au Sénégal, avec les velléités de Macky Sall qui voulait s'accrocher. Le peuple sénégalais, c'est un peuple qui est mûr politiquement. Bon, la différence avec le Congo-Brazzaville, c'est que là-bas, il n'y a jamais eu des militaires au pouvoir, qui a signifié à monsieur Macky Sall qu'il était temps qu'il laisse le pouvoir, parce que 2 mandats, c'est assez. Aucune œuvre n'est parfaite. Il faut toujours laisser aussi la place aux autres pour pouvoir compléter cette œuvre, comme quand on construit cette cathédrale, cet artisan qui va laisser sa pierre, mais qui ne verra pas à la fin de la cathédrale, mais il aura au moins contribué à apporter sa pierre à l'édifice. Docteur Mekassissa, j'ai cette question pour vous. De quelle nature est le cadenas qui permet de conserver le pouvoir au Congo-Brazzaville? De quelle nature est ce cadenas? De quelle grosseur est ce cadenas? De quelle couleur est ce cadenas? Et qui conserve ce cadenas? Parce que, pourquoi je pose la question? Ben, écoutez, quand on regarde un peu la scène politique au Congo-Brazzaville, il y a plein de clivages au sein du régime même, là. Hein? Quand on voit, il y a des clans qui se sont formés là-dedans aussi. On a cité M. Moigny, ben, qui est dans la majorité présidentielle. Il a dit des choses qu'il a dit, on ne va pas revenir là-dessus. On voit les clans, il y a Dominique Okemba, Dengue de l'autre côté, et de l'autre côté, on a les enfants de Denis Sassou Nguesso qui ont aussi une influence à leur niveau. Et on voit aussi des Congolais qui parlent aussi, qui prennent de façon parcellaire, mais qui montrent quand même qu'ils sont très, 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 très courageux. Qu'est-ce qui fait la résistance de ce système? Monsieur Denis Sassou Nguesso, à l'âge qu'il a aujourd'hui, l'armée, qu'est-ce que l'armée est devenue quand même s'il y a l'influence des Rwandais qui sont au Congo-Brazzaville? Comment se fait-il que le système n'implose pas de l'intérieur avec tout cela, surtout la perspective de la vente des terres, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, et comme tous les Congolais le comprennent? C'est vraiment la chose à ne pas faire, mais que M. Denis Sassou Nguesso a eu à faire quand même. Qu'est-ce qui fait la stabilité du régime alors qu'à un certain moment, on pense que le système est suffisamment... Il y a un maître mot, c'est le tribalisme.
Vous avez vu à la mort de président Morin, qu'est-ce qu'on a dit? Congo Marin. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des assassinats politiques. Et ça, il faudra bien qu'un jour on en parle. Et avec les gens qui sont passés au petit matin, est-ce que ça permet l'émergence du Congo? Non, c'est le tribalisme. Ce sont des gens qui se sont accaparés du pouvoir. Moi, je ne parle pas de leur clan d'écurie parce que nous avons le Congo en partage. Nous devons discuter de ces problèmes. Mais il y a une malice derrière. Quand nous voyons, je le dis le plus simplement possible. Moi, ce qui me désole un peu, c'est la ruse un peu de nos soi-disant, bon, je ne sais pas si ce sont des intellectuels universitaires du Nord, qui rusent, qui composent avec le pouvoir, qui ne le critiquent pas, mais tout en sachant que, ben, écoutez, on a des gens comme Théophile Obiang, représentant de M. Denis Sassou Nguesso, mais il vous parle de panafricanisme, mais tout en sachant que dans son propre pays, il y a des ethnies qui sont maltraitées, il y a des gens qui sont tués. C'est une dictature. Ils n'en parlent pas. Il y a beaucoup d'intellectuels comme ça, hein, qui parlent du rayonnement du Congo. Mais quand il s'agit de la conservation du pouvoir, oui, il y a le tribalisme. Le maître mot du régime de M. Denis Sassou Nguesso, c'est le tribalisme. Le pouvoir doit rester avec les gens du Nord. C'est leur pouvoir, comme il avait dit, c'est un gibier qu'il a capturé, il ne sait pas quel gibier, on ne se fait pas partie de ce gibier-là, qu'il a mis dans sa besace, et maintenant il estime que le Congo lui appartient. Non, nous avons le Congo en partage. Et dans un État que nous voulons, parce que le Congo est un État, ce n'est pas une nation, parce que nous n'avons rien en commun. Un État, quoi? Ce sont des tribus qui se partagent un espace géographique, tout simplement. Mais il faut là maintenant qu'on aille, qu'on se dise, mais qu'est-ce qui fait le lien entre les gens du nord, du sud, de l'est et du centre? Qu'est-ce que nous avons en commun? Mais actuellement, ce que nous tenons, ce que nous avons en commun, c'est dire, nous ne voulons plus du tribalisme de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui divise les gens. Il dit, il a fait comprendre aux gens du Nord, si je ne suis plus au pouvoir, les gens du Sud vont vous tuer. Et vous avez déjà vu les gens du Sud tuer les gens du Nord? Ceux qui massacraient, ce n'étaient pas les gens du Nord qui ont tué les gens du Sud. Les gens du Sud n'ont jamais tué les gens du Nord. En dehors des guerres qu'il y a eu à Bakongo, tout ça là, bon, ça je veux bien. Mais ceux qui ont fait les procès politiques avec des cours révolutionnaires, c'est vraiment des cours réactionnaires. Tuer les gens, des Congolais qui tuent des Congolais, mais ce sont des crimes contre l'humanité. Il faudra qu'un jour qu'on en parle. Je voudrais rebondir là-dessus. Ce que vous dites est très important et aussi dans la démarche pédagogique de laquelle nous nous revendiquons souvent, c'est de faire comprendre aux Congolais que finalement, mais la nation congolaise, c'est possible quand même, une nation congolaise. Il est arrivé à une époque, en dehors de la guerre de 59, mais là encore, quand on regarde M. Nyakasissa, on regarde un peu à la loupe, c'est toujours cette manie en fait, de l'instrumentalisation, n'est-ce pas, des ethnies, tout simplement pour, n'est-ce pas, pour des attributs politiques ou bien des gains politiques en tant que tels. Mais on a connu quand même certains chefs d'État au Congo qui ont essayé de cristalliser, n'est-ce pas, cette nation congolaise. Moi, je me rappelle, vous-même aussi d'ailleurs, on est de la même génération, docteur Miakasissa, on allait à l'école, on apprenait des valeurs aussi. Moi, j'étais du CBT, mais mes professeurs venaient du Nord, mais ils étaient complètement intégrés. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette manie de poser aux gens la question de savoir d'où est-ce que tu viens. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est le résultat d'une construction politique, une construction sociale, des personnes qui sont parvenues, je pense, au combine du pouvoir, comme on a l'habitude de dire, et qui, avec ces destins-là, ont continué à instrumentaliser et de dire qu'il n'y a pas de nation au Congo, ou que la nation congolaise n'est pas une réalité en tant que telle. Il y a l'État congolais, parce que nous vivons tous. L'État, oui, l'État, bien sûr, l'État existe, mais la nation, je ne sais pas ce que nous avons en commun. Mais vous savez, dans cette histoire-là, il y a toujours des gens qui ont de la malice.
y a des gens qui avaient pensé que le Nord étant moins peuplé que le Sud, dans un contexte démocratique, il eût été difficile pour un ressortissant du Nord d'accéder à la magistrature suprême. Ce qui était faux, puisque quand on fait de la politique, c'est convaincre, il faut convaincre au-delà de son plan. Moi, ce que je fais, les discussions que j'ai, les écrits que j'ai, mais je suis avec les gens du Nord, je suis avec les gens du Sud, je suis avec les gens de l'Est, je suis avec les gens de l'Ouest. Il n'y a pas que M. Niakassissa qui se retrouve tout seul. Comme je dis toujours, il y a plus de choses dans deux têtes que dans une. Moi, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Donc, je discute toujours avec tout le monde. Mais ce qui ressort, c'est que le fonds de commerce de ces gens qui sont au pouvoir, tels que M. Denis Sassou Nguesso depuis l'indépendance, c'est le tribalisme. C'est cette plaie-là qu'il faut essayer de refermer. C'est ce cancer-là qui nous ronge de l'intérieur. Parce que, comme je les appelle, ce ne sont pas tous les gens du Nord. Hein. Ce que j'appelle la Ligue du Nord, ce sont ces gens qui se sont accaparés du pouvoir pour en faire un bien, leur bien. Quand on parle de Respublica, c'est le bien public qui appartient à tout le monde. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il ne dirige qu'avec les mêmes. Il dirige avec ses parents. Nous ne sommes plus dans une république. Nous sommes dans une épicerie familiale. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà. Bon, écoutez, M. Mekassi, on va aller vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Encore deux petites choses. La première chose, toujours pour attirer, n'est-ce pas, l'attention des Congolais, c'est que ce que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire ici a trois grandes conséquences. Il y a trois grandes conséquences de création de la guerre au Congo-Brazzaville. La première occasion d'une future guerre au Congo-Brazzaville, c'est certainement les Rwandais entrés au Congo-Brazzaville. On sait très bien qu'au-delà pour la guerre de 97, il a reçu les Hutus. Et en ce moment, il est en train de faire venir les Tutsis. Les Hutus et les Tutsis dans leur pays sont dans un rapport, n'est-ce pas, de guerre, il faut le dire en tant que tel. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, on ne risque pas que ces deux ethnies puissent s'affronter? La deuxième possibilité, en fait, c'est avec les Congolais en tant que tels. Nous avons souligné, vous l'avez souligné vous-même aussi, l'importance des terres. Les terres, ça ne se donne pas comme ça ne se vend pas comme ça. Et c'est possible qu'à un moment ou à un autre, les Congolais se soulèvent aussi pour faire la guerre aux Rwandais, n'est-ce pas? À qui tout le monde dit, on ne veut pas donner nos terres, c'est clair et net. La troisième possibilité de guerre, M. Mekassissa, vous direz votre point de vue là-dessus, c'est quand même aussi avec deux peuples qui sont pourtant un peuple. La République du Congo-Brazzaville, la RDC, on l'a dit, Brazzaville-Kinshasa, les capitales les plus rapprochées du monde, on a les mêmes peuples, les mêmes langues, les mêmes coutumes, les mêmes cultures, ainsi de suite. Et si les Rwandais, avec évidemment ce qui paraît de plus en plus évident, c'est une stratégie, ils ne viennent pas pour cultiver le ricin, l'huile de ricin ou le piment, c'est clair et net qu'ils viennent pour autre chose. Et cette autre chose-là, on le sait très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces trois possibilités de guerre, Dr Miyakassissa? Commençons par la première hypothèse, les Hutus dans le Nord. Les Hutus rwandais sont installés dans le Nord. Hein. Je crois que pratiquement, ça fait 30 ans qu'ils sont là, depuis 94. Donc, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Donc, il y a des Hutus qui sont des Congolais, et il y en a même qui sont dans la garde rapprochée de M. Denis Sassou Nguesso, qui ne fait pas confiance aux Congolais et qui a besoin de ces gens-là pour assurer sa sécurité. Et ce sont ces mêmes Hutus qui l'ont aidé dans la guerre de 97. Donc, ils y sont déjà, les Hutus. Mais le problème de Kagame, c'est que pour éviter un déséquilibre démographique, comme il est minoritaire, les Tutsis sont minoritaires au niveau du Rwanda, il faut qu'il fixe ces populations-là qui sont sorties du Rwanda à l'extérieur du Rwanda. Donc, pour lui, c'est un bien que les Hutus qui sont partis du Rwanda, qui sont au Congo-Brazzaville, par la force des choses, deviennent des Congolais et des Congolaises. Mais
ils seront toujours au service du Rwanda. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un acquis. Et c'est ce qu'on a noté même dans les recensements. On voit maintenant qu'au niveau du Nord, la population est devenue beaucoup plus importante que dans le Sud, parce que aussi, il y a cet afflux de la population rwandaise des Hutus qui ont fui la guerre, maintenant qui sont fixés au Congo-Brazzaville depuis 30 ans, maintenant qui sont devenus quasiment des Congolais. Donc, il ne faut pas se mentir. L'hypothèse des terres. On pense que maintenant, les Rwandais n'ont plus besoin de visa pour venir au Congo-Brazzaville. Donc, ceux qui viennent, ceux qui s'installent généralement dans le sud, dans le Poul ou dans la Bwenza, je ne puis penser que ce soit des agriculteurs, ce sont peut-être des militaires qui seront là pour mater le cas échéant, au cas de succession dynastique au Congo-Brazzaville, les populations rebelles du Sud et du Poul. Et n'oublions pas qu'aussi, il y a un problème, c'est que dans le Poul, c'est pas un problème, dans le Poul, il y a le coltan. Donc, si aussi on peut mettre la main sur le coltan qu'il y a dans le Poul, c'est tout bénéfice pour le Rwanda. Mais pour la troisième hypothèse, la guerre entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, c'est un même peuple. Moi, ma mère est de la RDC, mon père est du Congo-Brazzaville. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Je milite pour le Congo-Brazzaville. J'ai fait le choix. Mon choix, c'est le Congo-Brazzaville. Mais je ne pense pas qu'il puisse avoir des animosités entre ces deux peuples. Parce qu'au fond, nous ne sommes qu'un seul peuple. Nous sommes les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville, et Kinshasa. Mais du côté de la RDC, il y a malaise. Parce qu'on ne peut pas poignarder son frère dans le dos. Quand le Rwanda, la RDC est en proie avec le Rwanda à l'est, fait la guerre, à l'ouest, M. Sassou n'a pas le droit d'ouvrir un front qui est à 4 km, à 4 km et demi à vol d'oiseau de Kinshasa, de Maluku. Vous savez, de Maluku à Kinshasa, c'est 4 km et demi à vol d'oiseau. Donc, et en face, donc, le Rwanda prend en tenaille la RDC à l'est par Goma, au nord par la République centrafricaine et à l'ouest par Maluku à partir de Brazzaville. Mais je pense qu'il y a un malaise, parce que nous sommes un même peuple, il y a un malaise du côté de la RDC de voir la façon dont M. Denis Sassou Nguesso agit à leur égard, tout simplement pour préserver son pouvoir. Il n'a pas besoin de faire ce genre de choses pour mettre à mal des gens qui ont déjà 10 millions de morts à l'est de la RDC, parce qu'il y a une guerre qui sévit depuis tant d'années avec le Rwanda. Voilà les trois hypothèses que vous évoquez. Oui, oui, très bien. Mais en fait, la dernière hypothèse, bien sûr, le Congo, les deux Congos en face, mais toujours sous l'influence, n'est-ce pas, du Rwanda qui se serait installé du côté de Brazzaville, de Maluku, et en même temps, vous l'avez très bien dit, hein, la prise en étau de la RDC, on sait très bien, le Centrafrique aussi un peu plus haut, il y a l'influence du Rwanda là-bas, au Mozambique là-bas aussi un peu plus loin, mais en tout cas, la stratégie est assez claire là-dessus. Le Rwanda ne s'en dément pas. On va terminer avec la jeunesse. La jeunesse avec l'avenir, évidemment, puisque c'est toujours là, dans la perspective aussi et la prospective de cette jeunesse-là. On a déclaré 2024 comme étant l'année de la jeunesse, et jusque-là aussi, les jeunes en question ne voient rien venir. On s'avance tranquillement, n'est-ce pas, dans l'année. Hein? Donc, on va se retrouver comme les autres promesses, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Mais c'est cette jeunesse-là aussi qui est très soucieuse aussi, n'est-ce pas, de son avenir et qui donne de la voix. Je vous ai dit dernièrement, il y a le jeune qui a voulu faire une marche avec d'autres personnes. On sait comment ça s'est terminé.
Et puis, bon, on regarde un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Il y a une jeunesse aussi hein, qui avait une vision avec M. Sonko et puis M. Faye aujourd'hui et qui ont subi ce qu'ils ont subi. Là où M. Macky Sall est venu prendre des conseils auprès de M. Denis Sassou Nguesso, les leçons, hein, pour dire un peu exactement ce qui s'est passé. C'était son mentor. Auprès de M. Sassou Nguesso. Et il a vu ce qu'il a vu. Cette jeunesse sénégalaise ne s'est pas laissée faire. Les Sénégalais, d'une manière générale, ont pris conscience de toutes les façons pour conserver, n'est-ce pas, leur tradition démocratique au Congo-Brazzaville. Et la finalité, c'est que M. Macky Sall a dû partir, forcé de partir, en remettant le pouvoir selon les règles de l'art, comme on l'a vu. Et les jeunes qui s'installent au pouvoir annoncent la couleur. Monsieur Diomaye Faye a fait une déclaration de ses biens. Clairement, il n'est pas riche. Il a tout mentionné là-dedans. Et puis, ils prennent des décisions là. Ils ont pris des décisions pour la jeunesse et ainsi de suite. Alors, peut-être on va terminer avec ce petit rapprochement. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse congolaise, pourrait-il prendre un peu l'exemple de la jeunesse sénégalaise? Ou bien c'est deux cas complètement différents qu'on peut pas rapprocher? On va parler de la jeunesse. Pourquoi il y a eu l'année 2024, l'année de la jeunesse? C'est suite au drame d'Ornano, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un coup politique. Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait un coup politique. Il est au pouvoir depuis 40 ans, mais subitement, il déclare une année de la jeunesse quand il y a un drame. Zornano, il y a eu Chakona, il y a qu'on appelle ça le chômage qui galopant. Donc, il dit année de la jeunesse. Qui est le ministre de la jeunesse, de l'emploi, je parle de la formation qualifiante et de l'emploi? Son beau-fils? C'est son gendre. Et qu'est-ce qu'on a prévu comme budget pour l'année de la jeunesse? 152 milliards de francs CFA. Et ils viennent embaucher à Paris, hein? Ils viennent embaucher à Paris. Voilà, mais, non, mais c'est ce que je veux bien. L'Agence congolaise pour la promotion de l'emploi. On vient faire la promotion de l'emploi à Paris. Oh là là. Tout en sachant qu'il y a des reportages qui nous montrent que l'Agence congolaise pour la promotion de l'emploi à Gamboma n'a rien. Même dans son propre département, il n'y a rien. Mais il vient à Paris. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent-là, on va l'envoyer à Paris et on pourra s'en servir. Vous comprenez? C'est ça. C'est tout simplement pour dilapider les fonds publics. Parce qu'il n'y aura rien. Vous pensez qu'au Congo, il y a des... Nous avons des collègues qui reviennent de Cuba, qui ne sont pas encore embauchés. Et pourtant, nous avons promis des hôpitaux. Un hôpital dans chaque département. Nous avons des collègues qui ne sont pas embauchés. Mais pourquoi ne pas les prendre? Ce sont des jeunes. Voilà. Donc, putain, 25 ans, adultes jeunes, 28, 29 ans. Mais pourquoi ne pas les prendre? Et le seul corps qui embauche, c'est l'armée. Là, ils ont repris les embauches au niveau de l'armée. Pourquoi? Parce que M. Denis Sassou Nguesso a besoin de ces jeunes-là pour protéger son pouvoir. Mais nous avons un dictateur qui est là, qui veut mourir au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso. Parce que dans son ADN, l'alternance, ce qu'on lui a fait vivre en 92, c'est le peuple qui avait décidé qu'il avait chassé, parce qu'il était incompétent. Nous savons que c'est un imposteur. Il était incompétent, on l'a fait partir. Mais il ne l'a jamais accepté. C'est pour ça qu'il fait vivre aux Congolais ce qui se passe. Mais par rapport au Sénégal, c'est différent. Au Sénégal, c'est différent parce qu'il y a quand même une classe politique responsable. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les intellectuels, pas que les universitaires, pas que ceux qui ont des diplômes de physique, chimie, physique, quantique, tout ce que vous voulez. Non. Les chefs religieux aussi. Ceux qui peuvent critiquer, dire quand ça ne va pas au pouvoir, quelle que soit leur localisation géographique. Mais la différence avec le Congo, parce qu'au Congo, ceux qui le font, ce sont généralement ceux qui le font, ce sont ceux qui ne sont pas du Nord. Parce que ceux qui sont du Nord profitent du système. Ce sont généralement des universitaires qui se pensent intellectuels, mais qui sont au fond complices de cette dictature qui se passe au Nord.
il y a un acte qui a été posé par la Cour, je crois que la Cour constitutionnelle, qui a dit à Macky Sall qu'il fallait qu'il organise des élections parce que la Constitution ne prévoyait pas ce qu'il voulait faire. Macky Sall a eu pour mentor M. Denis Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça allait faire, ça allait donner? Il est parti la tête baissée. Il est rentré dans les poubelles de l'histoire. Et pourtant, Macky Sall, c'est notre génération. Il a nos âges, M. Macky Sall. Il aurait pu faire de telle sorte que le Sénégal rayonne, qu'il y ait une transition démocratique. C'est ce qui s'est passé, du pouvoir. Mais après combien de morts? Après combien d'emprisonnements? C'est ça qu'on va lui reprocher. Mais il a posé un acte. Le jour où il a cédé le pouvoir, il a quitté le Sénégal. Donc pour lui, le Sénégal, c'était quoi? C'était un casino. Il a joué, il a gagné, et maintenant il peut aller se reposer ailleurs. Vous avez déjà vu un président américain, après passation de service, qui quitte l'Amérique pour aller en Grande-Bretagne ou en France? Non, ce sont des images, mais qui ne sont pas les bonnes images pour nous, pour cette jeunesse. Bon, maintenant, nous allons accorder du crédit à ce qui arrive, Ben oui. à Ousmane Sonko et au président élu du Sénégal pour que les choses changent, pour Ben oui, oui, tout à fait. qu'il soit un peu une boussole pour nous. Mais le problème du Congo, c'est le problème du tribalisme. Il y a des gens qui sont là, qui sont brillants, mais qui pensent que comme ils sont du Nord, le pouvoir doit rester au Nord et celui qui doit rester là. Mais nous avons ce Congo en partage. On ne peut pas réfléchir de la sorte. Vaut mieux convaincre que contraindre. Et on doit aller au-delà de sa zone de confort quand on fait de la politique pour pouvoir convaincre les autres, ce que nous faisons à travers nos écrits, pour dire il y a une autre voie que celle que nous propose M. Denis Sassou Nguesso. Merci, docteur Miakasissa, une fois de plus. Et nous sommes toujours ravis de vous accueillir à notre antenne, à votre antenne également. Et il nous reste juste à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de nous suivre quand même. Et dites-vous tout simplement que ne nous posez plus la question de savoir, vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup, c'est le seul espace de liberté que nous avons et qui a son pesant d'or. Il y a son pesant d'or parce que nous éveillons des consciences également. Nous faisons découvrir ce qui est couvert de toutes les façons parce que ces enjeux géopolitiques et géostratégiques ne sont pas saisissables à première vue. Donc, à travers nos analyses, évidemment, nous essayons de partager cette connaissance pour qu'on essaie de voir ce qu'on ne voit pas. Il n'y a de vérité que de cacher de toutes les façons. Et c'est ça que nous essayons de faire, que les Congolais ne puissent pas dormir sous leur laurier, qu'ils sachent qu'il y a ce qui se joue, n'est-ce pas, sur leur territoire, sur leur souveraineté, parce qu'il est tout à fait possible que dans 2 matins, quand on se réveille, qu'on n'a plus du tout de pouvoir, parce que c'est d'autres, n'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas, qui vous gouvernent désormais. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. C'est tout ce que nous faisons ici. Je voulais dire quelque chose. Quand les gens disent Puis allez-y. nous parlons beaucoup, nous écrivons, mais il faut mais si ce que nous disons n'est pas vrai, il faut qu'ils apportent la contradiction. Il faut qu'on puisse mutualiser nos efforts pour pouvoir sortir un projet de société commun. Mais c'est ça. Nous, ce que nous faisons, c'est pour susciter la discussion. Voilà. C'est pour que les uns et les autres, nous puissions apporter l'eau au moulin. Donc, à la fin, comme on dit, que le Congo resplendisse. Très, très, très bien. Merci, docteur. Aussi, on va terminer là-dessus, que chacun se mette face à un miroir et qu'il ou qu'elle regarde combien cette personne est belle et combien cette personne-là aussi est moche, voire même très moche par rapport aux actions, aux actes que les uns et les autres posent. La seule figure que je vais prendre ici,
comment une personne seule, qui sait qu'il n'a pas dans sa famille une tradition de richesse et qui peut disposer, n'est-ce pas, de la richesse nationale jusqu'à soustraire, je l'ai dit, j'ai parlé un peu de ce concept qu'il faudra qu'on travaille, les opérations de soustraction, soustraire des milliards et des milliards à son seul profit et faire enlever, n'est-ce pas, toute possibilité à la nation de s'épanouir. Et ça, on le voit au Congo-Brazzaville. Vous avez cité le professeur Théophile Obenga, mais le professeur Théophile Obenga, je suis très sévère vis-à-vis de lui aussi parce que, ben, écoute, j'ai eu l'occasion de le connaître pendant un petit bout de temps. C'était suffisant. Et quand je parle de lui, en tout cas, je ne le ménage pas parce que c'est un aîné. Il a dû me faire aussi certaines confidences. Il se reconnaîtra là-dedans. Donc, c'est simplement comment un individu peut comme ça, tranquillement, sans être gêné, disposer des milliards et des milliards, tout en sachant que c'est un manque à gagner pour les autres, et qui, apparemment, est aussi d'un sadisme, c'est-à-dire voir les autres souffrir alors que lui, il a tout pris pour lui. Alors, cet esprit-là, franchement, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu et comment les gens sont tranquilles avec cela. Nous laissons ça, n'est-ce pas, aux Congolais, en n'oubliant pas le fait fondamental que les gens doivent se battre pour eux-mêmes, défendre leur souveraineté sur leur terre, et que s'ils ne font absolument rien, eh bien, on va brader, n'est-ce pas, cette souveraineté aux autres. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Aimez nos émissions, vous savez ce qu'il faut faire, un petit appuyez sur l'icône aimer et puis abonnez-vous à nos émissions. Ça nous permettra de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire de façon bénévole, de toutes les façons. Vous le savez très très bien. Nous avons besoin de votre secours pour nous soutenir. Merci encore, docteur Miakasissa, et au plaisir de vous voir, de vous recevoir une autre émission. Merci, M. Jean-Thomas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et je voulais dire, pour ceux qui nous suivent, c'est pas Dieu qui disait on peut tout fuir sauf sa conscience. Très bien, on peut tout fuir sauf sa conscience. C'est très beau, c'est très beau. Merci encore, docteur.